Michel Forever. Bonjour Hélène Kibaro. Non, Kibaro. Ah ben voilà, si on le recommence, sinon ça va pas faire naturel. Kibaro. Voilà. Alors Michel, je peux te dire comment je t'ai rencontré. Ah oui. Tu étais, je crois que c'est une salle qui s'appelait Salle de l'Europe ou un truc comme ça, une grande conférence que j'avais organisée. Tout à fait. Je pense que c'était dans les 2002-2003, quelque chose comme ça. Et il y avait plein d'intervenants que j'avais réunis pour parler de tout ce qui va nous rendre de plus en plus heureux, de toutes les découvertes qu'ils ont faites. Donc il y avait des scientifiques, il y avait des thérapeutes, il y avait des médecins, il y avait moi. Et moi je chantais une ou deux chansons en plein milieu, parce que je me suis dit je vais quand même me faire plaisir, je suis une chanteuse. Oui, et puis donc, surtout entendre plein de personnes, ça, moi, déjà il faut bouger, il faut que... Voilà, donc en plein milieu je faisais, mais j'étais très... au bout d'un certain temps, parce que je l'ai fait, parce que mon mari voulait aussi rentrer dans ces conférences et tout. Et moi, c'était des gens que j'avais interviewés, parce que voilà, j'avais fait ça aussi, j'avais sorti des livres là-dessus. C'était une manière de faire connaître davantage tout ce travail. Et puis tu avais rassemblé, je me rappelle, c'était blindé de toute façon. Ah oui, oui, c'était blindé. Donc c'était très bien, et tu m'as écrit. Oui. Et tu ne peux pas savoir l'effet que ça m'a fait, parce que tu disais, j'ai encore en mémoire le sens, c'était « merci de tout ce que vous faites passer dans le rayonnement de votre lumière ». Ben oui. Waouh! J'ai dit, il y en a un qui sait ce que je fais. Ben oui, il y en a un qui sait ce que je fais. On a les mêmes missions, donc c'est pour ça que... Et donc, c'était très vite, parce que ça a duré 2-3 ans, je ne sais plus combien de temps. Oui, mais ça a été très vite connecté, de toute façon. Donc voilà. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de chanter, tu vois, de refaire des spectacles et tout, mais ce n'était pas le moment. Et je me sentais mal de ne chanter que de trucs, là. Et toi, tu m'écris ça. Bah oui. Et après, j'ai repris et Trianon, c'était une grâce de se rencontrer. Voilà. Et c'est un cadeau de se retrouver en 2025, ici. Ah oui, mais on s'est retrouvés, je pense, en 2015, où je suis venue t'enregistrer à la main au panier, rue de Poissy. Dans ton cabaret. Le cabaret qui sur les quais de la Seine. Oui, rue de Poissy. Et il ne faut pas oublier que ce cabaret, la main au panier, existe depuis 1962, donc ça fait 63 ans. Et toi, tu l'as repris en quelle année? Et moi, je l'ai repris en 2012, donc quand on fêtait les 50 ans. C'est ça. Et en fait, puisque c'est là où a débuté Patrick Sébastien, Bigard, et les anciens voulaient enfin partir à la retraite, mais ils n'avaient pas envie que ça devienne un restaurant. Ça. Et quand ils m'ont vu à la télé, ils ont dit le mec, il ne se couche pas, peut-être qu'il voudrait récupérer un cabaret. J'étais ravi de cet humour. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai débuté dans l'humour grâce à ma marraine qui était la grande comédienne de théâtre, Marthe Mercadier. Ah, merveilleux. Ben voilà. Et Marthe Mercadier, donc, qui était la reine du boulevard. Ouais. Donc, tu ne voyais pas une pièce de théâtre sans Marthe Mercadier, avec Jean-Pierre Darras, avec Pierre Doris, avec Galabru. Et donc, quand j'ai repris en 2012, elle est venue, bien sûr, inaugurer. Donc, c'était devenu la marraine du cabaret. Et maintenant, malheureusement, elle nous a quittés et depuis 2 ans. Et donc, c'est devenu la marraine céleste du cabaret. Très bien. Mais voilà. Et donc, comme elle était dans l'humour et tout ça, et j'ai vécu tout le temps dans ça, puisque j'ai eu la chance de commencer ce métier, j'avais 12-13 ans, avec les Jeux de 20 heures. Non. Et les Jeux de 20 heures, c'était les jeux et des humoristes. J'ai fait l'émission. Moi, j'animais en tant que gamin les petits papiers de Noël. Sous la Tour Eiffel avec Carlos, Jean-Pierre Descombes et ça. Et moi, j'y étais, j'étais là. Parce qu'on me... À quel âge? Bon, j'avais là 14-15 ans. D'accord. Voilà. Et oui, déjà, je foutais bien le bordel. On m'avait bien repéré. On m'avait repéré dans tout. Parce qu'en fait, j'habitais dans une ville. Parce que j'avais été parachuté de là où je suis né. Alors, où est-ce que tu es né? Ah, où je suis né? Eh bien, je suis né très loin au soleil, en Algérie. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est parce que quand il y a un destin de vie, c'est ce que je dis aux jeunes, il ne faut jamais baisser les bras. On peut toujours rêver de mieux, mais il faut toujours déjà s'apercevoir de ce que l'on reçoit. Des fois, ce n'est pas bon, mais on ouvre pour pouvoir que ça soit meilleur. Et moi, quand je suis né, en fait, tout le jour où ma maman accouche, toutes les vitres de la clinique explosent. Je suis né sous les bombes. Ah, d'accord. Alors, bien entendu, ce n'était pas prévu. Ouais. Hein, et il y a des bébés, malheureusement, qui sont décédés et tout ça. Sûr. Et moi. Et donc,
la clinique a complètement explosé parce que la date de naissance, on en parle dans les journaux et tout ça, c'était le 17 avril 61, qui est le putsch des généraux. Mais oui, mais c'est à cause de ça qu'on est parti de Tunisie de notre côté. Et ben nous en Algérie, etc. Mais nous, on n'avait pas le droit parce qu'ils estimaient qu'on devait encore 10 ans, donc on est resté jusqu'en 72. Et rien n'est au hasard dans la vie. Donc moi, effectivement, tout explose. La clinique. Donc c'est peut-être cette énergie que j'ai récupérée parce que malheureusement, il y a des bébés qui sont morts. Moi, j'ai ressuscité, comme on dit. J'ai résisté. Et après, bien sûr, j'arrive à Cergy et je me dis, 10 ans après, j'arrive à Cergy venant d'Algérie. Et mon papa... C'était quoi, Alger? Oran, très belle ville et tout ça. Il y avait la super cathédrale Santa Cruz et tout ça. Et moi, je sortais de l'école et avant d'aller faire les devoirs, j'allais prendre un bain, tu vois. Et puis, on était main dans la main, les Algériens de l'époque, ça n'avait rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, etc. Tu vois, c'était merveilleux. Mais en 72, on nous a forcés à rentrer et mon père a été muté à Cergy-Pontoise. Alors, t'imagines, Cergy-Pontoise, en 72, c'était un champ de betteraves. Tu vois, et c'est ce que je dis à tout le monde. C'était un champ de betteraves, j'aurais pu baisser les bras, me lamenter. Et j'étais déjà en train de me dire de là-haut, j'ai dit, bon, tu me fous à Cergy, il va falloir me trouver pourquoi je suis là. Donc je pose cette question, c'était en juillet 72, et en août 72, il y a un mec qui se balade dans les rues, donc un adulte, nous on était petits, hein, j'avais quoi, 12 ans, 13 ans, et là, il nous pose une seule question, est-ce que vous voulez faire de la télévision? Incroyable. Alors, 15 ans? Oui, bah c'était en 72, donc non, j'avais 11 ans. 11 ans. J'avais 11 ans. Alors, t'imagines, à 11 ans, venant d'Algérie, j'avais jamais vu une télévision et tout, tu sais pas ce que ça veut dire. Je dis oui, bien entendu, tu vois. Donc, et là, je visite un studio de télévision, mais avec, je sais pas, il devait y avoir 12 caméras, des télés partout, des ça. Et on me dit, voilà, on a un trousseau de clés pour les mômes, à condition que nous, on est là pour vous aider à ne pas casser le matériel. Wow. Mais là, ça y est, je me dis, je veux faire ça, je veux faire... je ne voyais pas du tout devant les caméras. Je disais, la technique, on m'apprend à filmer, à faire la mise en scène. Et puis, comme je parlais beaucoup, on m'a dit, bah, tiens, tu vas parler dans le micro. Et on m'a dit à Cergy. Alors, pourquoi Cergy? C'est parce que le président de la République, Giscard d'Estaing, avait décrété que Cergy-Pontoise serait la première ville nouvelle pilote de toutes les futures télévisions par câble et TNT qu'on a aujourd'hui. C'était le précurseur. Je sais ça. Et donc Cergy était ça. Et on me disait, alors bien sûr, quand t'es môme, après, les années ont passé. Télépuce, t'as connu Télépuce? Oui, bien sûr. Là, je travaille avec eux encore. 13 et 14 ans, et qu'on me dit, tu vas avoir 1 minute par semaine en direct sur FR3. Mais pour toi, c'est attends, tu te rends compte, tu passes 1 minute. Et on me dit, à chaque fois qu'il y a une vedette qui va être sur Cergy, c'est toi qui l'interview. Alors à l'époque, ils avaient tourné le film, le grand film avec Yves Montand, Icôme Icare, Icôme Icare, donc avec Henri Verneuil. Et on me dit, ben voilà, tu vas interviewer Marc Mercadier. Alors moi, j'avais 13 ans à l'époque, 13 ans, tu interviews Marc Mercadier, mais je faisais comme les Drucker, je préparais mes petites fiches et tout. Et à Marc Mercadier, on lui dit, vous allez à Cergy-Pontoise faire une émission de télé. Alors sa première réaction, elle dit, qu'est-ce que je vais foutre à Cergy-Pontoise? Star comme elle est, voilà. Et on lui dit, mais attention, vous allez être interviewé par un môme. Et tout de suite, mardi, j'arrive. Et on ne s'est plus quitté. C'est beau. Jusqu'à sa mort. Et on ne s'est plus quitté. On a monté une maison de production ensemble et tout ça. Elle était fascinée par mon énergie, tu vois. Donc, et en fait, mon énergie de l'homme qui ne se couche pas a débuté au moment de la puberté. Au moment de la puberté, tu as des fois la voix qui mue. Eh bien, moi, mon cerveau avait décidé, mais à l'époque, on ne comprenait rien, mais avait décidé d'utiliser qu'une seule phase de sommeil. J'ai que le sommeil paradoxal, le sommeil du rêve. Alors effectivement, le sommeil du rêve, c'est le meilleur sommeil, parce que voilà. Mais mis à part ça, tu comprends rien, parce qu'à l'école, je voyais que quand je bougeais, tout allait bien, et puis quand le professeur, parce qu'on est là quand même pour l'écouter, eh bien,
ben, je m'endormais. Et moi, je me dis... tu veux dire quand le professeur parlait? Il parlait. Ah oui, moi, endort, je tombais dans cette phase de sommeil. Ah. Alors, bien sûr, quand j'étais petit, cette phrase que je ne pouvais plus supporter. Tu vois, Michel, si tu dormais plus... Mais ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas dormi, que c'était le contraire. Donc, moi, il fallait que je trouve des idées. Alors, j'ai trouvé des idées barges, bien entendu. C'était, dès que je voyais que je plongeais, hop, je me levais. 2-3 copines avaient compris. Et je faisais 2-3 chansons de Claude François en plein cours. Alors, c'est sûr que ça passait pas inaperçu, tu vois. Et donc, voilà, c'est ce qui me fascinait, d'ailleurs. Et t'as pris Claude François parce que ça bouge beaucoup. Parce que, voilà, Claude François me fascinait parce qu'en 3 minutes, il avait tout compris. C'était un showman. Il avait tout compris qu'en 3 minutes, il pouvait faire un show, etc. Moi, c'est ça qui me séduisait de cette énergie et tout ça. Et puis bon, c'est vrai que moi, j'avais cette énergie, je sautais, je dansais, et puis voilà. Et donc, les années ont passé, et le jour de mes 18 ans, j'étais chez mes parents, je reçois une lettre de l'Élysée. Parce que c'est vrai que quand je dis j'adore les années dures, parce qu'il m'arrive des choses extraordinaires. Quand tu as 18 ans, tu as Valéry Giscard d'Estaing qui t'écrit comme quoi il t'invite à déjeuner. Mais ma première réaction, j'ai dit, mais quel est l'enfoiré qui me fait cette blague? Je n'y ai pas cru. Bon, alors comme j'ai jamais répondu à l'invitation, ah ben non, ils appellent mes parents. Bien sûr. Et l'Élysée, il dit, bah alors comme ça, quand le président invite votre fils... Et là, j'ai compris que c'était vrai. C'était à l'époque la garden party du 14 juillet. Je me rappelle, Alors, bien entendu, du haut de mes 18 ans, tu peux tout te permettre. J'arrive à l'Élysée. Bon, bien entendu, tout le monde me dit ah, mais vous n'avez pas le droit de rentrer. Le public dehors, ils disent aux flics, il y a un jeune qui veut rentrer à l'Élysée. Alors, bien sûr, on m'interdit. Et moi, du haut de mes 18 ans, alors, monsieur l'agent, moi, je dois déjeuner avec le président de la République et c'est monsieur Raymond Barre, Premier ministre, qui va m'accueillir. Bon, bien sûr, personne ne me croit. Tu parles. Tu n'avais pas un papier? J'avais une invitation, mais ils n'y ont pas cru. Ah bon? Si, j'ai une invitation que j'ai publiée d'ailleurs, parce que je garde tout. Ils sont allés voir l'Élysée. Il revient, il dit, on n'a pas tout compris, on nous a simplement dit qu'il fallait vous laisser passer. Vous voyez, monsieur, je mens pas. Et voilà. Et donc, j'ai fait, bon. Donc, et tout est comme ça. Donc, j'avais jamais rêvé. Oui, parce que j'ai rencontré des gens il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, parce que le jour de la garden party... C'était pas un déjeuner en tête-à-tête. Non, mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde. Il y avait les militaires, il y avait les stars et ceux qui s'étaient fait remarquer. Donc, a priori, j'ai dû me faire un peu remarquer. Bah, tu parles à 12 ans, 13, 14 ans, etc. Et donc, voilà, ça, c'était pour mes 18 ans. Et c'était vraiment formidable parce que je n'avais pas prévu. Et c'est ça. Mais il faut capter. Il faut capter toutes ces choses-là, tu vois. Bon, à 18 ans, après, bien entendu, il y avait l'armée. Alors, bien sûr, bien entendu, il faut toujours accepter ce qui arrive sur le chemin sans calculer. Parce que je dis, mais en permanence, cette phrase, on a tant de joie à donner que d'attendre de recevoir. Tu vois. Et donc, au moment de mes 18 ans, je devais partir à l'armée comme tout le monde. Bon, je mets ça de côté. Et puis un jour, il y a une jeune fille, une copine à moi, qui me dit « Est-ce que tu peux rendre service à mon papa ?» Et la coquine, elle me dit pas qui c'est. Elle me dit « Voilà, il est dans un organisme où la vidéo se développe. Et toi qui connais quand même la vidéo, est-ce que tu pourrais lui donner quelques cours ?» Je dis « Bon, après tout, moi je me suis dit, si je donne des cours en plus gratuitement, on ne peut pas me reprocher, je fais quelques erreurs du haut de mon âge, mais comme ça, moi, ça me permet de me performer. Surtout qu'on me disait que là, c'était matériel hyper performant et tout ça, donc j'étais content. Et elle me donne justement l'adresse, boulevard Henri IV, comme je ne connaissais pas Paris. J'arrive, et là, je me dis, c'est une blague. La garde républicaine. Exactement, la garde républicaine. J'ai dit, qu'est-ce que je vais foutre à la garde républicaine? Alors, pareil, du haut de mes 18 ans, je dis aux gardes, hein, je dis, et je donne le nom de la personne. Il me dit, vous pourrez avoir un peu plus de respect? Je ne sais pas, moi, je viens de la part de sa fille. C'était le lieutenant-colonel de la garde républicaine, son papa. Ah, j'ai dit, écoutez, bah, alors c'est sa fille qui m'envoie, alors donc je pense que vérifiez mes dires. Alors bien sûr, le père m'accueille
abondamment. Il était tellement fier et content que je vienne de Cergy lui donner cours, parce que moi, pendant 2 mois, tous les samedis, je venais, etc. Il était très content et ça. Et à un moment donné, il me dit, moi, je suis quand même gêné, vous ne voulez pas être payé. Ma fille m'a dit, mais est-ce que je peux vous rendre service? Et moi, tout d'un coup, j'ai un flash. Je lui dis, je dois faire bientôt le service militaire. Alors tout de suite, il me dit, vous ne voulez pas le faire? Je dis, ah non, je veux le faire, mais pas partir en Allemagne, j'ai trop de choses à faire. Et tout d'un coup, tu vois, le fait d'avoir dit oui à cette copine, je ne savais pas qui c'était. C'est pour ça qu'il faut toujours, au départ, c'est rendre service, parce que c'est notre mission, et on nous le rend indirectement. Et lui, il me dit, ah ben, si vous voulez, je peux vous prendre rendez-vous avec mon homologue, le lieutenant-colonel du cinéma des armées. Oh là là, merveilleux. Mais que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Au Fort d'Ivry, on me dit, il y a Godard, il y a Lelouch. Alors moi, tout de suite, il dit, ah ben j'y vais, j'y vais. Il m'a dit, attendez, il faut prendre rendez-vous, très bien, je prends rendez-vous. Et on me dit, on veut passer un examen. Et moi, bêtement, j'y vais, mais comme un employeur. Je viens avec une petite valise. Et le lieutenant-colonel commence à me dire, bon, il va falloir apprendre à filmer ça. Ça commence à me gaver. J'ai dit, écoutez, mon lieutenant-colonel, je suis allé voir votre homologue, c'est que j'y connais un peu. Et je lui ouvre ma valise. Et il voit plein de cassettes vidéo. Il me dit, c'est quoi? Ben, moi, ça fait 8 ans d'émission de télé. Sûr. Il me dit, mais attendez, ceux qui viennent à 18 ans, ils veulent faire le cinéma des armées, ils n'ont jamais rien fait. Et il me dit avec humour, si je vous fais passer un examen, je vais être ridicule. Je dis, regardez mes cassettes. Donc il prend au hasard. Et il me dit, ça vous va si vous partez dans 2 mois? Ah, j'ai dit, bien sûr, sans problème. Donc je vais faire des tournages pour les films d'armée. Mais il m'a dit, vous savez, on ne tourne pas tous les jours. Mais comme vous avez bien enseigné à mon homologue, eh bien, vous allez être instructeur vidéo pour former des généraux, des colonels et tout. Très bien. Voilà. Et alors, c'est formidable. Donc en fait, ma tenue militaire, je l'ai mis que pour aller à la cantine, pour faire comme les copains. Mais tous les soirs, tous les week-ends, j'étais chez mes parents. Formidable. Et tu vois, jamais, je ne savais même pas que ça existait, mais tout est parti. Voilà, tout est parti du fait qu'on m'a demandé un service, tu vois. Et sans arrière-pensée, parce que je ne savais même pas que ça existait. J'ai dit après, moi, ma seule arrière-pensée, c'était de me dire, ah ben tiens, c'est bien, ça va me faire des performances sur le nouveau matériel, tu vois, donc voilà. Et ça, c'est comme ça. Les 18 ans sont passés, et à un moment donné, bon, avec Marthe, on a monté une première société de production, et là, on me dit, est-ce que tu veux, c'est pour ça qu'il y a toujours un destin dans la vie, est-ce que tu veux tourner ton premier client avec FR3? Alors j'ai dit, demande à un aveugle s'il veut voir. Et là, le premier sujet qu'on me demande, parce que j'aurais jamais imaginé, c'est de faire quand même une saga de 12 émissions d'1h30 pour ma première production en tant que jeune producteur. Et le sujet, de raconter les 10 dernières années de l'Algérie française. Non mais t'y crois, le mec il ne savait pas que je venais de là-bas. Et voilà. Alors j'ai dit bien sûr, donc je devais interviewer des militaires, des artistes de l'époque. En plus tu avais le stock. Voilà, et donc voilà. Et à un moment donné, donc je devais interviewer tout ça. Et à un moment donné, j'interviewe un général, et là il commence à me dire, bon, vous y étiez pas, vous étiez trop petit. Et il me donne à cœur joie, 20 ans après, le 17 avril 61. Et là, tu vois, il se serait excusé et tout ça, j'aurais fait ma gueule. Et là, 20 ans après, et là, je coupe l'émission, en pleine émission, je dis, écoutez, je pense que mon général, à cause de vous, j'ai failli ne pas être. Et je lui donne l'adresse de la clinique. Et là, c'est la panique totale. Il me dit, mais comment vous connaissez l'adresse de la clinique? Ben parce que mon général, j'étais en dessous, et vous avez fait exploser la maternité. Et il se retourne vers son lieutenant. Lui, qui était beaucoup plus humble, il baisse la tête et dit, oui, ce jour-là, au lieu de tirer sur une caserne, on a tiré sur une maternité. Ah, c'était une erreur. Oui, mais quand même, une erreur qui a fait des dégâts. Mais tu vois, le pauvre, j'ai le pauvre, il n'a pas eu de chance de se faire interviewer par le môme qui a été en dessous. Tu vois, il y a toujours, et voilà. Tout est bien rangé. Mais bien sûr, voilà. Et ça, c'est bon, c'est pas très, très joyeux. Par contre, il y a une chose très joyeuse. Moi, après, pour mes 20 ans, j'ai dit, je veux aller au Festival de Cannes. Alors, tout le monde me dégoûte en me disant, mais non, tu connais personne. Je dis, si, je connais un. Le ciel. Donc, je vais poser la question. Et donc, je posais la question et j'ai dit, est-ce que je dois prendre mon billet de train? Alors, comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai dit, il faut déjà que je trouve les sous. Bon, je trouve les sous. Donc, j'achète mon billet de train pour aller
Paris-Cannes. Okay, donc j'y vais, malgré qu'on m'a déconseillé, bien entendu, mais comme je suis barge, et je savais peut-être qu'ils avaient raison, mais j'ai déjà mon billet de train, donc j'y vais. J'arrive à Cannes, et bien sûr que je ne peux pas ignorer cette petite voix qui me dit « Bon, maintenant tu es à Cannes, tu es content, tu vas où ?» Parce que je connaissais personne. Bien sûr. Et je me dis « C'est vrai, je connais personne. » Et là, je finis cette phrase, puisque généralement, toute ma vie, c'est toujours les femmes qui m'ont aidé. Et une femme me pose la question, elle me dit « Est-ce que vous savez où se trouve le palais du Festival de Cannes ?» J'ai écouté, j'arrive, je ne sais pas, parce que j'aurais pu avoir la réaction Ouais. « Bah écoutez, débrouillez-vous, je ne sais pas. » Moi, j'ai simplement dit « Je ne sais pas du tout où c'est, mais comme j'y vais, on peut y aller ensemble. » Elle était fière et tout ça, donc ok, on y va ensemble. Et elle était accompagnée d'un homme, et elle me dit « Est-ce que vous savez qui est mon mari ?» Et moi, je lui dis « À part que c'est votre mari, je ne sais pas qui c'est. » Et figure-toi, c'était monsieur Alan Gershwin, le fils de George Gershwin. Magnifique. George Gershwin, qui est le grand Ouais, musicien bien que sûr. tout le monde connaît. Et Alan Gershwin, il ne faisait pas de la musique, était producteur de films. Il faisait partie vice-président du Festival de Cannes pour remettre les prix Magnifique. au comédien Donc, Jerry tu as été Lewis. aux premières loges. Non, mais elle me dit ça. Ok, Jerry Lewis. Moi, Jerry Lewis, il ne m'attendait pas. Hein. Alors bon, elle me dit ça. Ils arrivent au palais et je leur dis, ben voilà, vous êtes là. Donc ils montent les marches et on les attend et tout ça. Et moi, je redescends. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah... Et elle me dit, mais nous, en tant qu'Américains, vous nous avez rendu service. On va vous remercier. J'ai rien fait d'autre, mais c'est beaucoup pour nous. Parce qu'on aurait... Ils étaient perdus. Ouais. Voilà. Et elle a été fière de parler français, parce qu'américain et ça. Et elle me dit cette phrase, alors, laisse-moi faire. Et là, je ne savais plus du tout me mettre. Elle va voir les gardes du corps et tout ça. Alors, eux paniqués. Monsieur Gershwin n'a pas ses accréditations. Ah, mais oui, tout va bien. Mais vous avez oublié l'accréditation de notre fils. Et pendant 24 heures, je suis devenu le fils de le Gershwin. fils Gershwin. T'imagines Gershwin. Alors bien sûr, là, comme il était dans le jury, il fallait qu'il se tape tous les films. Donc je me suis tapé tous les films. En Tu première. voulais être au Festival de Cannes. Eh ben voilà, donc tous les films. Après, le soir, il y avait la remise des Bien prix avec sûr, Jerry bien Lewis. sûr. Et tu vois, j'ai que cette mémoire, parce que c'était en 1980, donc il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas... Aujourd'hui, on regarderait les souvenirs, j'ai que la mémoire vivante de mes yeux, tu vois. Et donc, je vois Jerry Lewis, bon, d'accord, ça. Après, il m'emmène, il y a le dîner de gala, donc au Carlton. Le fils est à côté toujours. Donc bien le sûr. Carlton, l'hôtel 5 étoiles, très bien. Donc, bien entendu, on me dit, bah, vous êtes invité. Donc, voilà, donc j'ai ce dîner. Et puis, à 2 h du matin, tout le monde se fait la bise pour aller se coucher. Et là, elle me dit, et toi, tu vas où? T'es allé dans quel hôtel? Et moi, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver un hôtel de merde. Parce qu'elle me dit qu'à 2 h du matin, en plein festival de Cannes, tu oublies. Ouais. Et elle me redit, laisse-moi faire. Et là, c'est pire que d'habitude. Elle va donc à l'accueil. Là, c'est la panique totale. Monsieur Gershwin n'est pas content de sa chambre. Ah non, non, tout va bien, mais vous avez oublié de nous donner la clé de la chambre de notre fils, qui, eux, avaient très bien compris qu'il n'y avait pas de fils, mais ils avaient tellement peur de se faire engueuler. Ils cherchent, et tout d'un coup, il tombe sur une suite, il dit, eh ben c'est très bien pour notre fils. Donc l'homme qui ne se couche pas, j'ai passé ma première nuit au festival de Cannes, à l'hôtel Carlton 5 étoiles dans une suite, parce qu'à 18 ans ou à 20 ans, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc une suite, c'est comme un appartement. Et voilà. Donc après, quand je suis rentré sur Paris, et à Cergy, on m'a dit, alors mon pauvre, t'es pas trop déçu? Non, parce que pendant 24 heures, j'étais le fils Gershwin, j'étais à l'hôtel Carlton, j'ai ça. Et voilà. C'est magnifique. Et tu vois, tout ça parce que j'avais pas d'arrière-pensée. J'ai accepté et je raconte ça aux gens. Ils me disent, ah oui, mais alors nous, parce que nous, on dit toujours, parce qu'ils sont dans le monde, on n'a pas le temps. C'est speed. Ils n'ont pas le temps. Moi, quand je leur montre mes clips, ah, tu sais, ça dure 3 minutes quand même. Ah oui, c'est long. C'est long, tu vois. Donc, ils n'ont pas le temps. Je dis, vous voyez, si vous prenez le temps d'être auprès des autres, vous êtes tout le temps récompensé. Il ne faut pas attendre d'être récompensé parce que d'emblée, ça arrive. Moi, il me dit, ouais, mais ça arrive, ça sera qu'à toi. Je dis, non, il faut attirer. Si dès l'instant que tu dis que tu n'y crois pas, tu ne vas pas attirer.
Donc vois tu fais de l'enseignement. Ah ben complètement, j'en fais en permanence. En permanence, très bien. Tu vois. Et voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et Cannes, j'allais fait, et ben voilà, c'est des merveilleux souvenirs, et toute ma vie, c'est comme ça. Et c'est important. Et quand j'ai les femmes m'ont tout le temps aidé, parce que tout mon chemin. Et aujourd'hui, je suis avec toi. Et ben voilà. Voilà. Et alors, tu as fait un clip sur Sainte-Hélène. Alors, c'est pareil, j'aime bien. Oui, puisque je suis animateur liturgique à la paroisse Sainte-Hélène dans le 18e, donc rue du Ruisseau. Voilà, oui, puisqu'on y va à 20 minutes à pied. Et en fait, j'en avais marre de toute cette agressivité. À la télé, on voit que le fonds de commerce, c'est que des mauvaises nouvelles. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir devant les écrans des gens heureux? Oui. Voilà. Mais en dehors de ça, je me suis dit, il faut que je trouve la bonne chanson. Et figure-toi, il y a des jeunes qui ont parlé de cette chanson, Comment ne pas te louer. Et effectivement, il y a énormément de versions. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que... Et c'est un gospel au départ? Alors, non, je vais t'expliquer. Pas du tout. Je vais te dire cette chanson. Ça m'a choqué que personne n'ait demandé l'autorisation au créateur parce que personne ne savait qui avait écrit. Et moi, j'ai cherché. Je me suis connecté. Alors, et cette chanson m'a beaucoup touché. Pourquoi? Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 13 ans, à qui on lui dit « Tu vas à l'école, mais tu n'en as pas pour longtemps parce que tu vas mourir. » Ah, d'accord. Donc, quand tu as 13 ans, c'est un peu tôt. Un cancer généralisé. Et lui, il se dit « Bon, bah alors, puisque je n'ai pas le droit aux médicaments, eh ben, je vais prier. » Alors, il n'a pas prié comme un curé. Il a prié à sa façon. Il prie. Et puis, à un moment donné, les médecins viennent le chercher pour la chimio, pour tout ça, parce que c'est en phase finale. Il rentre en laboratoire, la panique totale, et après ils en parlent au Vatican, ils en parlent à BF1, on fait sur les chaînes, miraculé, le cancer a disparu. Histoire vraie? Ah oui, validé par le Vatican, tout ça, complètement vrai. Et si tu vas sur Internet, c'est Aurélien Sanico. Et donc lui, il part du principe que c'est grâce à ses prières, puisqu'on lui dit qu'il n'a pas le droit aux médicaments. Donc, comme c'est un Camerounais, un enfant de la rue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, mais avec une guitare, dans la rue, pour les gamins, une chanson. Comment ne pas te louer? Et il chante juste un couplet, un refrain. Il finit pas la chanson, puisque c'était simplement ça. Bien sûr. Et il la met dans un tiroir. Voilà. 40 ans après, ça ressort sur TikTok avec une gamine qui dit « Comment ne pas te louer ?» Et alors là, ça fait une explosion parce qu'elle le fait. Mais pareil, elle chante toujours la même chose et tout ça. Et lui, pour remercier, il est devenu prêtre, curé. Et donc, et alors moi, je me suis dit, il faut quand même que... parce que j'avais une idée en tête. Les jeunes m'ont dit, Michel, et toi, pourquoi tu ne chanterais pas cette chanson? Et moi, je me suis dit, je veux bien la chanter, mais il faut la construire. Il y avait, quand je dis la construire, un couplet, un refrain, moi je voulais écrire d'autres chansons. Et quand tu dis les jeunes, c'est les jeunes là, qui les fans. Ah, les fans. Les fans. Ah oui, qui m'ont demandé. Ah oui, qui m'ont demandé. Donc, en plus, j'ai appris que ma plus jeune fan, elle a 7 ans, et la plus âgée, elle a 102 ans. C'est bien. Tu te rends compte? 102 ans. Elle connaît les chansons de Michel Forever. Et c'est une paroissienne. Elle est rayonnante, elle est formidable. Et donc, j'ai dit aux jeunes, ok, mais moi, alors je cherche partout sur Internet, j'arrive pas à savoir où il est. J'apprends qu'il est curé, alors j'ai dit, après tout, je vais sortir mon autre joker. Je vais pas dire que Michel Forever, l'artiste, je vais dire, je suis animateur liturgique. Et là, différentes congrégations. Et puis, il y en a une qui me dit, ah, mais on ne peut pas vous donner son numéro de téléphone. J'ai dit, ah, c'est que je suis au bon endroit. Et je suis arrivé en Belgique. En Belgique. Alors j'ai dit, mais vous pouvez me donner son email? Ah bien sûr. Voilà. Alors j'ai écrit comme quoi je suis animateur liturgique de ma paroisse Sainte-Hélène. 2 heures après, il m'appelle. Alors moi je dis, c'est avec beaucoup d'émotion. Il m'a dit, non, on va tout de suite mettre les choses au point. On se tutoie. Ok. Mais il avait été au courant de tout. Il me dit, c'est vrai, donc comme ça tu ne te couches pas, etc. Une fois, il avait déjà tout bien pioché le dossier. Et je dis, voilà, moi je voudrais... enregistrer cette chanson, mais je voudrais la faire, la compléter, réécrire des couplets qui manquent. Puisque, bien sûr, oui, il n'y en avait qu'un. Voilà. Donc je me suis permis de lui envoyer, et le meilleur compliment qu'il m'a dit, mais tes couplets, je les ai lus, mais j'ai l'impression que ça a toujours existé. C'était le meilleur. Et donc il a appelé mon curé, donc il a bien vu que j'étais ça, il a béni le tournage et tout.
Et j'ai dit maintenant, je vais annoncer que je vais enregistrer donc cette chanson. Et là, je voulais réunir tout le monde. Je voulais pas faire c'était l'année dernière. Oui, parce que je ne voulais pas que du Michel Forever. D'ailleurs, il n'y a pas mes danseuses. C'est pas Michel Forever et les Forevettes, c'est Michel Forever avec tout le monde. Et pour cela, je voulais réunir donc sur la paroisse, j'ai réuni les paroissiens, les non-croyants, les SDF, les musulmans, les juifs, les indiens, les hindous, les africains, enfin 80 personnes comme ça. Et donc, on a tourné, les gens étaient heureux. J'ai fait quand même chanter Jésus aux musulmans, mais qui me disaient, mais nous, on est allé au-delà de tout ça. Déjà, on était dans un lieu où personne nous critiquait, nous reprochait. Et tout le monde est bien. Et tout le monde était bien et heureux. Et d'ailleurs, tu as vu le clip, les gens sont rayonnants et tout ça. Ouais, et donc, on l'a tourné, on l'a mis sur YouTube, bien entendu. Il passe dans 60 pays. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce qui est fou. Et pour se remonter le moral, le dernier pays qui clique pour se remonter le moral, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui clique sur le clip, tu vois. Magnifique. Et il y en a même qui l'ont chanté, ma version avec mon texte, à Lourdes. D'accord. Tu vois. Donc voilà. Et ça, j'ai voulu faire ça. Et bien entendu. C'était quel mois l'année dernière? En juin. En juin. Et je voulais absolument que ça soit diffusé partout. Oui, mais surtout faire, comme ils appellent ça, les jeunes, un buzz. Et donc c'est pour ça que je me suis perché en l'église. Ah bah oui, ça, personne n'était au courant. Tout le monde m'a demandé. Oui, parce qu'on voit Sainte-Hélène et puis tu es perché. Ah bah je suis perché dans tous les sens du terme. Et voilà. Et ce clip. Et d'ailleurs, dans ma paroisse, ou même quand je vais en tournée en province, dès que j'arrive dans une paroisse, le curé me dit, bah, puisque vous êtes là, vous pouvez nous le chanter en chant final. Et je le chante en live. Fais-nous un petit truc là, juste le refrain. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de toi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, tu n'es béni, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment. Puis je le saute, je danse dans l'église. À un moment donné, c'est des églises, il y a des bancs. Bien sûr. À un moment donné, j'ai dit, allez, on enlève tous les bancs. On les a enlevés et ils ont fait une chorégraphie que je leur ai fait. Et tout ça. Et ben, dimanche dernier, il y avait mon curé qui fêtait les 10 ans de son sacerdoce. Et en chant final, il m'a dit, bah, tu vas nous le chanter. Et je l'ai chanté, le côté festif. Et tout le monde a chanté avec. Ah bah bien sûr, puisque eux, ils ont tourné, les paroissiens, ils avaient, bien sûr, il avait distribué mes paroles. Et voilà, on a fait... Super. Voilà, et ça, c'est important. Voilà, c'était important de faire ça dans une carrière qui propose encore les 50 prochaines années. Et qui a commencé très tôt. Très tôt. Ma première émission de télé, j'avais 12-13 ans. Ouais. 12, et alors, tu as dit, je ne me couche jamais, donc tu n'as pas expliqué tout ça. Alors, je me couche pas. Un petit résumé voilà, alors en fait, voilà, c'est ça, c'est que à l'âge de 12 ans, on a découvert pas cette pathologie, parce qu'on ne connaissait même pas. On disait simplement, il n'est pas comme tout le monde, il ne se couche pas, il ne dort pas assez, etc. Bon, les années ont passé, et de plus en plus, on me voyait à la télé, on voyait Michel Forever, et donc les médecins... Et pourquoi tu as choisi Forever? En fait, c'est pareil, c'est le public. En fait, je suis arrivé un jour sur scène et je chantais Magnola Forever. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit « Tiens, il y a Forever qui arrive ». D'accord. Et autour de moi, on m'a dit, les journées, mais oui, ça sonne bien. Alors, Magnola Forever, c'était fort, plus loin, Ever. Alors que moi, je l'ai raccroché, Michel Forever, pour toujours. C'est ce que les jeunes... Et puis voilà, il s'est resté, et, puisque c'est mon vrai prénom, et ça ne me colle pas trop mal à la peau, etc. Bien, donc voilà, donc Michel Forever. Et donc... pour l'histoire de cette pathologie, je ne maîtrisais pas, mais on me disait, bah, maintenant, comme on te voit à la télé, on peut peut-être fixer devant les caméras, voir s'il y a d'autres cas comme toi. Alors j'ai dit, ça peut faire avancer la science, pourquoi pas. Mais j'ai dit, il faut m'examiner assis. Bon, bien entendu, ils ont dit qu'ils connaissaient leur métier. Moi, j'ai juste dit que je connaissais mon corps, mais a priori, ça n'intéressait personne. Alors, ben non. Donc, ils m'ont allongé, malheureusement. Et donc, j'ai fait, je ne connaissais pas ce mot médical, j'ai fait une overdose au repos. C'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, tout se passe bien, parce que c'est moi qui gère mon corps. Parce que quand ils m'ont allongé, je suis resté trop longtemps allongé, et j'ai fait une overdose de repos, je suis resté 3 semaines paralysé. Mais paralysé, quand j'ai paralysé, c'est quand tu es... Ah ben, c'est-à-dire que moi qui saute et qui danse partout, du jour au lendemain, marcher à 4 pas comme un bébé,
là, tu te fais un film. Tu te Bien dis, sûr. ça y est, je ne vais plus pouvoir danser, Ouais. je vais plus ça et ça. Donc, à un moment donné, je me suis mis en connexion. J'ai dit, on arrête les conneries, je vais être prétentieux, c'est moi qui gère ma santé. Et donc, je suis tombé sur un autre professeur qui, lui, a tout compris et qui m'a dit, on va vous laisser Et faire. ça, c'était quand? Oh, c'était en Bien. 2004. Ah oui. En 2004. Et c'est pour ça qu'il y a écrit maintenant partout. Depuis 2004, je ne me couche plus parce que maintenant, j'ai trouvé mon rythme. Ton rythme, c'est Et ça, mon rythme, tu c'est sais quoi? gérer. C'est qu'il faut que je sois assis dans un fauteuil, à condition qu'il y ait la télé allumée très fort, des lasers discothèques dans la gueule. Ah oui, quand même. D'accord. Et qu'il y ait quelqu'un qui me chronomètre mon sommeil. Parce qu'en fait, on a découvert que quand je dors 2h30, C'est trop. ça correspond à 16-17 heures de sommeil pour toi. Et c'est un maximum. D'accord. Donc, ton épouse. Alors, mon épouse, bon, elle dort toutes les nuits. Ah oui, Voilà. Donc, et moi, mon problème, c'est que mon cerveau, je ne peux pas, moi, décider. Tu vois, un jour, j'étais avec des amis, j'ai dit, bon, allez, je vais en profiter, je prends mes 2h30, ça sera. Eh ben non, il faut que j'attende que le cerveau le réclame. Et des fois, ça arrive maintenant, mais ça arrive peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, je ne sais pas. Tu vois, c'est pour ça que, paraît-il, je fatigue tout le monde. Parce que mes danseuses, les premières, c'est pour ça que j'ai mis Forever. Parce que sur scène, je saute et je danse et les médecins même ne comprennent pas. Donc voilà, donc quand Elisabeth peut me... c'est pour ça qu'elle est devenue, donc, par les médias, Elisabeth Forever. Quand elle peut me réveiller, c'est le bonheur. Ouais. Mais quand elle ne peut pas, hop, je vais en boîte de nuit. Et c'est comme si j'avais comme ça, dormi. d'accord. Voilà. Il faut que je saute, je danse. Et après, je me remets dans un état ouais. où il y a du monde autour de moi. Par exemple, bah, tiens, Pierre Passot. Pierre Passot, parce qu'il y en a une qui m'aime bien, une femme encore, c'est la princesse Stéphanie. Et je vais tous les ans au festival au Monaco. Ah, magnifique. Voilà, donc j'y vais au festival. Il y a un festival de télé en ce moment, je Oui, crois. je sais. Ouais. Mais à Monaco, donc je vais au festival du cirque, puisque comme j'ai... pendant plusieurs années, j'ai été l'agent artistique du Moulin Rouge où je faisais mon marché. Mon marché, donc, pour chercher les artistes et les acrobates, donc, au festival au Monaco. Et bien entendu, après, il y a une soirée de gala et la princesse dit, bon, nous, on sera fatigués, mais il y en a un qui va nous mettre de l'énergie et tout ça. Et Pierre Passot, avec sa femme Lisbeth, ont la mission, donc je les emmène au festival et sa mission à lui, c'est de me donner des coups de pied. D'accord. Ben oui, parce que en tant que Michel Forever, il y a des gens gentils, mais il y a aussi des gens méchants. Ah bon? Et oui, qui regardent voir quand est-ce que je vais m'endormir en plein festival. Tu vois, donc sa mission, c'est ça. Et une année, et heureusement qu'Elisabeth a réagi vite fait, parce qu'elle connaît comment il faut faire. Il y avait un numéro formidable, une performance d'un acrobate chinois avec une musique douce. Il y avait quand même 5000 personnes. Je suis tombé. Il n'y avait pas assez de bruit. Donc tout de suite, aller chercher un sandwich salé et du sucré. Et salé, sucré pour contredire mon cerveau. Et là, tout le monde m'a traité d'enfoiré parce qu'après, j'ai pris ma pause de sommeil 3 jours après. C'est ça. C'est ça, tu étais reparti pour Et voilà, j'étais parti pour 3 jours. C'est pour ça qu'on te considère comme un extraterrestre. Ah ben complètement. Parce qu'il n'y a pas un seul cas, tu m'as dit. Ben non, on a essayé de trouver des cas comme moi. Alors les Américains ont cru comme les navigateurs, mais tu sais, les navigateurs, ils décalent leur sommeil. Ils décalent leur sommeil, mais à un moment donné, ils ont besoin de dormir. La police qui font, tu sais, des planques, ils font une nuit blanche, 2 nuits blanches, 3 nuits blanches, mais ils m'ont dit, mais nous après, on est obligé de tenir au café. Bon, moi, j'ai pas le droit au café, mais ça, c'est évident. Ah bah oui, parce que sinon, c'est... Qu'est-ce que ce serait? Eh ben, ils ont testé, les médecins, et ça m'a déclenché la tachycardie, donc c'est pour ça. Je prends jamais de café. Par contre, on dit toujours, qui dort dîne. Moi, c'est qui dîne dort. Je fais quoi, 4-5 repas par jour? Ben, il faut nourrir la machine. Bien sûr, mais bon, a priori, les médecins me disent le jour où je grossirai, que je fasse une photo, parce que je brûle tellement de calories sur scène, tu l'as vu, etc. Et donc voilà, tu vois, voilà, c'est cette énergie, et que ce soit à la paroisse, que ce soit dans les festivals, et voilà. Et c'est ce qui avait beaucoup fasciné Marthe Mercadier, parce qu'elle, c'est pareil, elle avait une énergie extraordinaire. Et quand je venais sur un plateau télé, et qu'on était tous les deux, il y avait Mercadier et moi, les techniciens me disent, mais nous après, on prend des RTT, on prend des vacances, parce que vous nous avez épuisés. Parce qu'elle ne s'arrêtait pas jamais. C'est pour ça que des fois, elle m'appelait à 6h du matin, elle me dit, mais qui je peux appeler à 6h du matin? Elle avait une idée, etc.
Elle avait une idée toutes les 10 secondes. Ouais. Et voilà. Donc Et elle a c'était- été productrice tout le temps avec toi Oui, même voilà. Quand tu as racheté La main au panier, elle était non, marraine là. non, Elle non, était non, marraine. non, malheureusement, elle avait Alzheimer. Non, non, elle était productrice dans la petite société qu'on avait montée tous les deux. Et après, elle a trouvé que j'étais grand. Mhm. Et elle m'a dit, bah, je vais te laisser tout seul. Continuer. Et en fait, elle m'a laissé tout seul. Et c'est moi, pendant 15 ans, Mhm. qui ai coproduit les pièces de Marc Mercadier. D'accord. Avec Galabru, et la dernière pièce, c'est Tout bascule. Alors c'était drôle parce que c'était Tout bascule avec Olivier Lejeune et écrit Ouais. par Olivier Lejeune, Ouais. sans savoir, parce que quand j'étais avec le théâtre, j'avais pas encore La main au panier, sans savoir que quand j'ai repris La main au panier, on s'est retrouvé Olivier Lejeune parce qu'il avait aussi fait des passages, il débutait à La main au panier. D'accord. Et donc voilà, tu vois, et Olivier, on s'adore, etc. Et donc... Et donc là, ton cabaret La main au panier, tu alors l'as maintenant, transféré. donc La main au panier existe depuis 62 Ouais. ans, depuis 1962, donc depuis 63 ans, et c'était dans le 5e. Mm. Et du jour au lendemain, quand on m'a dit que dans le 5e, on interdit les voitures, tout ça, donc les clients ne pouvaient plus. Et moi, je suis un amoureux de Montmartre. Oui, parce d'abord, que je tu fais es partie- ministre. Voilà, je fais partie de la République de Montmartre. C'est Tu ça. sais que la République de Montmartre, ça existe depuis 120 ans, Ouais. et c'est à l'époque de Poulbeau. Oui. Poulbeau qui Qui s'est tu sais, occupé des enfants. des enfants, on parlait toujours des gamins, les Montmartre, Gavroches ouais, qui ouais. traînaient dans la rue. Il a dit, mais pourquoi on leur offrirait pas la possibilité d'aller à l'école? Bien Et c'est sûr, lui qui a c'est lui qui a décidé fait ça d'aller. à Voilà, et Montmartre, c'est pour ouais. ça que d'ailleurs, il y a quelques mois, on a décerné pour les 120 ans de la disparition de M. Poulbeau, on a débaptisé, ce qui est rare, et débaptisé une école Qui est dans à la rue Le Montmartre, Pic. qui est la rue Le Pic, et cette école maintenant s'appelle Poulbeau. Et donc, cette congrégation, c'est une grande mission qui est faire le bien dans la joie. Oui, Voilà, bah, je c'est sais, la je République suis de Montmartre. Et toi, ambassadrice. tu es ambassadrice. Et toi, tu es ministre. Alors voilà, je vais te de- dire, il y a des un soirées. gouvernement, il y a un président Le de la premier République. ministre qu'on a eu ici. Il y a le président de la République qui est Alain Coquard, le premier ministre que tu as reçu, qui est venu un là, chansonnier Pierre Passot, formidable, oui. Pierre Passot. Et il y a différents ministres. Michou, qui était à l'époque à mes côtés, c'était ministre de la nuit. Ah, Et moi, je suis ministre des soirées parisiennes. voilà. Voilà. Et c'est pour ça que tu portes du bleu parce que Non, non. Pas pour un Pas du Michou, tout. justement. Je ne porte pas du bleu, j'ai toujours le bleu et l'orange. Mm. Pourquoi? Parce que le bleu, pour moi, c'est le ciel et la mer. Oui. Et l'orange, c'est la terre et le soleil. Voilà. Magnifique. Et voilà. Et d'ailleurs, l'eau et quand le j'ai feu. déménagé le cabaret, je l'ai mis donc maintenant à 20 minutes de chez toi, Ouais. puisque c'est rue d'En-Raymond, au 69 rue d'En-Raymond. Et au 69 rue d'En-Raymond, donc maintenant, ça s'appelle, alors il y a toujours La main au panier, mais ça s'appelle maintenant Chez Michel Forever, Oui. et avec toujours les couleurs, voilà. Et dedans, parce que les cabarets, généralement, puisque tu es venu dans l'ancien, Oui. c'était toujours du rouge, du rouge. Oui, oui. Il faut évoluer. Et comme là, je veux que ça soit avec de belles âmes et que ça attire tout le monde. Donc, je n'ai pas fait rouge. J'ai fait donc le mur. Tous les murs sont en bleu marial. Mhm. Le plafond dans les tuniques tibétaines de cette couleur. D'accord. Voilà. Et le bleu et le fond de scène, au lieu qu'il soit rouge, j'ai fait bleu nuit étoilé. Donc voilà. D'accord. Comme ça, Et donc, verras tu vas quand tu annoncer viendras. cette prochaine soirée chez Michel Forever le 4 juin. Alors, le tu m'as 4 dit. juin, donc, la République de Montmartre organise, Une donc grande avec soirée. tous les ministres, les ambassadeurs et les ambassadrices. D'accord. Voilà. Et donc, ça va faire une très belle soirée au cabaret. En attendant que ça se développe, en attendant qu'on enlève les grues et tout ça, parce Oui, mais ça va que se faire. ils vont mettre des jardins et tout ça. Et là, on va avoir une terrasse pour Ah, voir. ça va être très bien. C'est ce que j'ai demandé pour pouvoir effectivement continuer à exister. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on est en mai 2025 et avant le Covid, on était 40 cabarets et maintenant, on n'est plus que 3. L'âne qui rit, le grenier du rire et moi. Alors de temps en 40 temps, cabarets dans Paris. oui. D'accord. Oui, des petits, je parle des petits Oui, cabarets, oui, 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 je ne parle pas des music-halls, mais les music-halls c'est pareil, avant il y avait le Lido, là il n'y en a plus que 2 de music-halls. Il n'y a que le Moulin Rouge et le Paradis Latin, Ouais. c'est tout. Alors après il y a un Et autre Crazy cabaret, Horse c'est considéré Ah, c'est pas pareil. voilà, puisque D'accord. c'est pas comme les petits cabarets, nous on dit, il y a aussi le lapin agile, mais tu peux Ah pas oui, dîner, ouais, c'est pas tu pareil. vois, voilà. Non, tu as des C'est que petites chanson. cerises.
Voilà, voilà. Oui, oui. Et donc là, moi, les petits cabarets comme nous, où on peut dîner, boire, bien entendu, faire la fête, voilà. Et assister à un spectacle. Il y a un spectacle, j'ai un magique, spectacle de 2 heures. Donc là, on est 4 sur scène. Il y a une chanteuse, 2 humoristes et moi en tant que Et il y a tes showman. forevettes. Les forevettes, c'est trop petit. Ah, c'est Mais trop par petit. contre, elles arrivent par les clips vidéo. Donc D'accord. c'est pour ça que quand je mets mes forevettes, je chante avec mon frère jumeau, qui est Michel Forever, qui Sur est dans les l'écran, clips. sur Voilà, l'écran. exactement. Merveilleux. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un vrai bonheur d'être chez toi. Bah écoute, maintenant tu connais l'endroit. Et puis en tout cas, hein, il est là avec Philippe, nous. Philippe, Philippe, oui, il faut le Alors tu avais fait féliciter. ton témoignage de paix. On était venu Oui. tourner ton témoignage Oui. de paix dans ton cabaret. C'était ça, Absolument, en tout à fait. 2015. Oui. Donc tu es toujours sur Bonheur TV. Tu D'accord. vas dans l'onglet témoignages et Eh tu ben vas te alors, voir. Voilà. Et bien Et- maintenant, donc ça sera. et Et il voilà. faudra venir maintenant dans le nouveau lieu. Et alors, tu Voilà. as un nouveau disque qui sort, on est toujours sur Comment ne pas tout Ah oui, oui, louer. bien sûr. Je tourne mon nouveau clip Ah, le voilà, 29 c'est ça. juin, C'est ça. qui va s'appeler Chez Michel Forever, où là, c'est pareil. Alors là, il y aura mes danseuses, mes forevettes, mais il y aura aussi tout le monde. C'est-à-dire la République de Montmartre, les artistes, Très bien. les croyants, les non-croyants. Il y aura les commerçants du 18e, parce que je veux faire un flash mode comme les Ah oui, États-Unis. très bien. C'est-à-dire, tu commences à 1 et tu Et es d'un à seul coup, 200, tout le monde se 300 met à personnes. danser, Exactement. à chanter. Voilà, et elle va faire une chorégraphie. Je suis encore un enfoiré parce que toutes mes chansons, sans prétention, puisque avant j'avais fait le porteur de bonnes nouvelles, Oui. je suis le porteur de bonnes nouvelles, Oui. on a fait 2,4 millions de vues. Et c'est pareil quand je suis un enfoiré parce que la chanson, elle te reste bien dans la tête. Voilà. Mais tu sais, c'était la recette de Claude François. Regarde, Bien Claude sûr. François, il a fait 47 ans, pas de carrière, de décès, 47 ans qu'il est mort, et c'est lui qui vend le plus de disques. Ah oui? Et oui, en France. Et oui, parce que, comme je disais toujours, j'adore les anecdotes, tu sais, il a fait une chanson internationale. Parce que tout le monde parle de le Maloué. Mais Maloué, c'est Claude François qui l'a Oui, écrit. je sais. Voilà, mais les gens ne le connaissent pas. Parce qu'à un moment donné, Claude François, quand il a écrit cette chanson, « Je me lève et je te bouscule, comme d'habitude », bon, personne n'en voulait en France. Et puis, comme il n'avait pas de maison de production, il dépendait de Philips, tout le monde se dit, ben non, c'est ringard. Bon. Et comme lui était batteur à Monaco, et donc il se dit, après tout, je suis batteur, je vais chanter cette chanson devant mon public. Il la chante. Et dans la salle, il y a un petit qui s'appelle Paul Anka, et qui dit, moi j'ai un petit jeune à côté de moi, Frank Sinatra, et qui adore votre chanson. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il la faire une remanie adaptation, bien adaptation, et c'est devenu My My Way, Way, et c'est devenu le succès Le interplanétaire. tube, voilà. exactement. Donc, quand c'est devenu interplanétaire, la maison Philips Ils ont dit, ah, reconvoque Claude François. Alors, on a réfléchi, et là, Claude François avec beaucoup d'humour. Ben, moi aussi, j'ai réfléchi parce que, entre-temps, j'ai monté ma maison de production Flèche et je garde 100% des droits. Et voilà. Voilà. c'est très beau. C'est toujours les anecdotes parce que c'est Ouais. c'est important, les paraboles et tout Oui, ça. Donc, oui. tu vois. Bah, c'est des Voilà. choses En miraculeuses. tout cas, je ne sais hein. pas, on a dû faire beaucoup, on a beaucoup parlé. Voilà, hein. mais on a tout En dit, tout mais tu cas. reviens quand tu veux. Hein, Ah voilà. bah oui, et toi tu vas là-bas, Voilà. en tout cas avec toi, avec Philippe. En tout cas, merci. Merci pour ta patience, merci pour les images, merci pour le son. On J'espère, t'enverra tout ça. Ah bah oui, j'espère. Ah bah oui. En tout cas, merci. Et j'étais très content d'être avec toi, avec Hélène Kimbaro. Kimbaro. Non, Voilà. tu n'y es pas. Mais non, j'y suis pas, tant pis. Mais je suis comme Michel Forever. Bye bye en tout cas. Merci.